Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi dans Dev Café, l'émission 100% de développement mais qui accueille aussi ceux qui n'aiment pas le café. Ou dit autrement, si vous cherchez un résumé de 10 minutes autour de l'actualité du développement, eh bien vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va découvrir les chiffres officiels de l'App Store en Europe, mais aussi de la victoire autoproclamée d'Apple contre Epic, mais bon, en réalité pas tout à fait, ou encore de l'UFC Que Choisir qui a réussi à faire bouger TikTok, mais là aussi vraiment à la marge. Allez, on perd pas plus de temps et on regarde ça tout de suite. Pour commencer, vous avez peut-être entendu parler du Digital Services Act en Europe, dont je vous parlerai tout à l'heure plus en détail, mais l'idée est que les géants comme Apple ont dû dévoiler leurs chiffres. C'est ainsi qu'Apple a dû péniblement indiquer que dans l'Union européenne, l'App Store version iOS a 101 millions d'utilisateurs, 23 millions sur iPadOS, 6 millions sur macOS et enfin 1 million sur tvOS et même un peu moins d'1 million sur watchOS. Et le fait intéressant d'ailleurs, c'est que les podcasts audio payants y représentent moins d'1 million, pareil pour Apple Books. Et finalement, c'est aussi la preuve qu'Apple peut parfois être présent sur des marchés sans vraiment que ce soit une cash machine. En tout cas, pour les autres infos sur le DSA, j'en parlerai dans le volet plus généraliste de la deuxième partie. Allez, comme on dit, on va changer de crèmerie et on va enchaîner avec plein de petites infos. Et pour commencer, c'est déjà assez rare d'avoir un changelog sur l'émulateur Android, mais désormais dans la version Canary, c'est-à-dire qu'il faudra attendre un tout petit peu avant que vous ne le voyez débarquer, eh bien il sera désormais possible de désactiver la fonction de pinch to zoom, qui est d'ailleurs pas super pratique à activer. Ensuite, si on reste dans l'écosystème, mais plutôt côté langage, j'étais passé à côté de l'info, mais Kotlin propose maintenant un programme de grants, ou alors c'est des subventions en bon français si vous préférez. L'idée est que si vous participez à l'écosystème Kotlin, par exemple avec une lib, ou alors que vous avez trouvé des failles, eh bien vous pouvez demander jusqu'au 15 mai de recevoir une aide financière. Alors j'ai quand même essayé de chercher les montants, mais j'ai rien trouvé, alors surtout n'hésitez pas à me corriger si vous les connaissez. Toujours dans l'écosystème Kotlin, mais en un peu plus vieux, je l'avoue, Ktor, qui est la brique permettant de concevoir des serveurs en Kotlin, a été mise à jour en version 2.3.0, avec notamment le support des expressions régulières dans le routage. Et à être dans ces actus assez brèves, ServerPod, qui est l'équivalent de Ktor, mais sur Dart et Flutter, une version 1.1 est disponible depuis hier soir et elle facilite le déploiement sur les plateformes serverless et notamment la Google Cloud Platform. Il y a aussi quelques ajouts assez spécifiques, mais qui ne changent pas radicalement le mode de fonctionnement du framework. Allez, on quitte cette salve de news rapide pour évoquer le fait que l'UFC Que Choisir a fait plier TikTok. Et bon, je vous préviens d'avance parce que j'ai utilisé le mot plier, mais bon, il faut peut-être y aller un tout petit peu mollo-mollo. Mais eux, par contre, ils disent, et je les cite, que c'est une petite victoire qui fait plaisir. Concrètement, sur le Google Play, vous savez qu'il y a la fiche de Data Safety à remplir, et jusqu'à présent, ByteDance, qui est la société chinoise derrière TikTok, ils indiquaient qu'aucune donnée n'était partagée avec des tiers. Sauf que les avocats de l'association avaient trouvé que dans la politique de confidentialité, il était justement précisé l'inverse, et en plus ils y vont gaiement car ça inclut des infos relatives au profil, au contenu que vous publiez et même les messages privés. Forcément, TikTok allait à l'encontre du RGPD et après une mise en demeure, ils s'y sont pliés, mais comme je vous l'ai dit, c'était plutôt une contradiction à corriger plus qu'autre chose, et bon, comme on dit, c'est un bon point pour l'UFC. Allez, je termine un peu plus rapidement cette première partie car on a plusieurs gros sujets à évoquer dans la seconde, et vous connaissez la petite musique maintenant, voici les actus en bref. On commence par une mauvaise nouvelle et c'est Red Hat qui par l'intermédiaire d'un courrier envoyé par son CEO a informé que 4% de la masse salariale du groupe devra quitter son emploi prochainement. Sur un autre sujet, aux États-Unis, OpenAI essaie de déposer la marque GPT. Mais attention, il s'agit bien d'un trademark et non pas d'un copyright. A noter que le terme Transformers de la lettre T avait été utilisé par les chercheurs de Google initialement, mais ils n'avaient jamais émis le souhait de déposer la marque. Toujours côté IA, mais chez Microsoft, Bing Chat peut maintenant afficher des formules mathématiques en LaTeX. Et toujours sur l'IA, Snapchat a intégré ChatGPT dans son application il y a quelques jours et ça ne plaît pas du tout aux utilisateurs. La semaine passée, 75% des avis n'avaient qu'une étoile et une moyenne d'1,67 sur 5. Et enfin, retour en France où le protocole RCS, sorte du successeur du SMS, connaît une croissance de 30% et 23,2 millions de smartphones le supportent, soit une part d'environ 44% du marché. Le reste étant sur des plateformes trop anciennes ou incompatibles comme l'iPhone. Je vous ai rapidement parlé du Digital Services Act avec Apple, et pour rappel, en Europe, il y a deux lois concomitantes, à savoir le DSA et le DMA, mais là c'est le DSA qui est légèrement plus en avance, et l'idée de celle-ci c'est de lutter contre les manipulations et autres fake news sur Internet. Pour ça, le planning il est assez échelonné puisque la loi elle a été votée fin octobre 2022. Ensuite, tous les acteurs avec plus de 45 millions d'utilisateurs européens par mois, ils devaient se manifester à la mi-février,
sachant que ce sont clairement les GAFAM qui sont visés ici. Ensuite, tous les acteurs avec plus de 45 millions d'utilisateurs européens par mois, ils devaient se manifester à la mi-février, sachant que ce sont clairement les GAFAM qui sont visés ici. Et la liste des 19 services est désormais connue, sachant qu'on retrouve AliExpress, Amazon, mais aussi Microsoft avec Bing et LinkedIn, mais aussi le groupe Meta avec Facebook et Instagram, mais surtout beaucoup Google avec le Google Play, Maps, le moteur de recherche, Shopping et aussi YouTube. Et dans les acteurs un peu plus indépendants si je puis dire, il y a notamment Booking ou Zalando qui sont un peu plus surprenants à la limite. Donc désormais ces 19 services, ils vont avoir jusqu'au 25 août pour se mettre en conformité avec notamment un audit annuel, ou encore mieux protéger les mineurs, ou enfin fournir leurs algorithmes, mais attention uniquement aux autorités compétentes. Clairement ici, il n'est pas question de rendre tout ça public. Bref, maintenant rendez-vous le 25 août, et pour tout manquement, il y aura potentiellement des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Et maintenant, place au gros sujet du jour, car le fameux appel dans le procès Epic Games contre Epic vient enfin d'avoir son verdict. Mais avant tout, je préfère vous remettre tout ça dans le contexte. Pour rappel, il faut revenir en 2020, et à l'époque, Epic Games, qui est dite Fortnite, avait fait une mise à jour du jeu où pour acheter la monnaie in-game qui s'appelle les V-Bucks, eh bien Epic Games y permettait d'utiliser un moyen de paiement autre que celui d'Apple. Et Apple n'a pas mis des heures avant de virer l'application du store, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. A noter aussi que c'était la même chose sur le Google Play, mais ici on ne va parler vraiment que du volet Apple. Voyant ça, Epic Games a alors attaqué Apple en justice pour deux motifs. Le premier est l'obligation de passer par l'App Store pour télécharger des applications, et le second est l'obligation de passer par le système d'Apple pour les paiements avec la forte commission de 30% ou alors de 15% qui peut être aussi possible. Lors du premier procès, Apple se défendait en se disant ne pas être en situation de monopole, car sur les chiffres, Android a une bien plus grosse part de marché, et leur deuxième argument est celui que vous connaissez, à savoir la sécurité. Et le premier procès avait donné une sorte d'égalité entre les deux, il avait été reconnu qu'Apple n'était pas en situation de monopole et il n'y avait donc pas eu d'obligation d'ouvrir l'App Store ni des systèmes de paiement alternatifs. D'ailleurs, rien ne forçait Apple à réintégrer Fortnite, et c'est toujours pour ça que l'appli, le jeu en fait plutôt même, n'est plus disponible sur l'App Store. Par contre, la juge avait autorisé à faire des liens externes pour faire un achat ou s'abonner, c'est ce qu'on appelle le steering, et rappelez-vous bien de ce terme. La juge avait aussi reconnu que les pratiques d'Apple empêchaient les consommateurs d'avoir accès à des prix plus bas, et là-dessus, autant Apple qu'Epic avaient fait appel. Comme vous le savez, il se passe des mois, et l'appel a été rendu ce lundi, et Apple a fait un communiqué en parlant de victoire retentissante, je les cite, et bien sûr, tous les médias ont fait leur gros putaclic en faisant un gros copier-coller, car il y a eu certes 9 points qui ont été en faveur d'Apple, par définition, Epic a quand même eu raison sur 1. Alors dans les faits, Apple a en grande partie gagné comme je viens de vous le dire, il est à nouveau confirmé que rien n'oblige Apple à réintégrer Fortnite, ni qu'Apple est en situation de monopole. En revanche, il y a plusieurs motifs intéressants, à savoir que le steering, c'est-à-dire mettre des liens externes, est bien légal, c'est donc bien confirmé ici car Apple a bien été reconnu coupable d'avoir violé la loi californienne sur la concurrence déloyale. En gros, Apple n'aurait pas dû interdire Epic d'informer les utilisateurs de l'existence d'autres moyens de paiement. Et autre élément nouveau, l'accord que l'on signe avec Apple pour le compte développeur serait soumis aux lois antitrust qu'on appelle le Sherman Act. Ça pourrait permettre l'ouverture de nouveaux procès en ciblant plutôt ce point de vue, car en tant que tel, le jury ne s'est pas déclaré comme légitime sur cette partie. Alors bon, si je vous résume tout ça, dans les faits, oui, Epic a bien perdu, d'autant qu'ils doivent payer les frais juridiques de l'appel, mais je trouve qu'on oublie un peu trop vite les deux derniers points. Bref, on va voir s'il y a des potentiels appels, mais comme je vous le dis, faites attention à ce qu'on vous raconte. Et pour terminer, on pourrait presque dire que les jours passés se ressemblent car c'est une nouvelle faille qui a été découverte dans PayPal, le gestionnaire de dépendance en Python, et je trouve celle-là particulièrement inquiétante. Pour vous expliquer, un malware s'est glissé dans 22 packages qui ciblent à la fois Windows et Linux, l'un comme l'autre opère différemment, à savoir soit via le protocole Tor, soit via Telegram, mais finalement peu importe parce que les deux ont pour objectif de siphonner les données des utilisateurs. Et dans les deux cas, ce n'est absolument pas du code en Python qui est utilisé, car dans l'idée, lors de l'installation, un code encodé dans de la base 64 est lu, et il ne va ni plus ni moins qu'exécuter du code écrit en C#, parce que c'est là où est la subtilité du mécanisme, et c'est probablement ce qui a promis sa propagation. Les packages ont bien sûr été retirés, mais c'est vraiment assez inquiétant de voir que c'est en grugeant par d'autres langages que les gestionnaires de paquets, eh bien ils se font berner. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais il va vraiment falloir agir, car mine de rien, ce sont nos applications qui vont embarquer ce type de code, et j'imagine que la responsabilité, elle nous revient de fait. Allez, avant de raccrocher, j'ai pas envie de finir sur une note négative, et je suis tombé sur une BD au nom plutôt accrocheur, mais attention, je l'ai pas lu, donc impossible pour moi de vous en faire une critique, mais il s'agit du deuxième tome du Chief Bullshit Officer. Si j'en lis rapidement la description, il est question d'une épidémie de burn-out et l'arrivée d'un ours lanceur d'alerte qui vient menacer ce qui fait la paix sociale dans l'entreprise, le bullshit. Alors ça a l'air bien sympa et je vous ai mis les infos dans la description si vous voulez en savoir plus.
Et voilà, c'était tout pour cet épisode du mercredi 26 avril, j'espère qu'il vous aura apporté joie, bonheur et satisfaction, et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air avant de quitter cette vidéo. Pour ma part, eh bien je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain, mais en attendant, eh bien je vais bientôt partir pour préparer Android Makers, et avec mes 4 énormes valises, ça va être un peu compliqué. En tout cas, j'espère vous y voir, et surtout pensez bien à me demander le petit badge qui est ici. Mais quoi qu'il en soit, eh bien n'oubliez pas de souhaiter aujourd'hui la fête des Alida, et donc on se dit à demain, soit en vidéo, soit peut-être en physique. Et comme d'habitude, si c'est ici en vidéo, ce sera même heure et même endroit. Et donc à demain, passez une belle journée.